Merci d'être avec nous sur Arte. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on vous emmène dans un pays où deux figures sont incontournables, Simon Bolivar et Hugo Chavez. Bienvenue au Venezuela, bien sûr, que Chavez a dirigé de 1999 à 2013, lançant sa révolution socialiste bolivarienne en référence à Bolivar, l'homme qui, au 19e, a contribué à libérer la région de la domination coloniale espagnole. Chavez qui disait vouloir instaurer un socialisme du XXIe siècle en s'appuyant sur l'armée et sur le pétrole. En effet, on ne le sait pas toujours, mais le Venezuela possède les plus grandes réserves pétrolières au monde. Il en possède plus encore que l'Arabie saoudite. Socialisme, armée et pétrole dans un pays, le Venezuela, qui se trouve aujourd'hui dans une situation politique, économique et humanitaire absolument catastrophique. Plus de 7% de la population en exil, la faim et même le retour de maladies comme la malaria. Alors comment en est-on arrivé à une telle dérive ? Situation très particulière, le Venezuela se situe tout au nord de l'Amérique du Sud, à l'extrémité de la cordillère des Andes. Il partage ses frontières terrestres avec le Guyana, le Brésil et la Colombie, et dispose au nord d'une longue façade maritime de 2800 km, ouverte sur l'Atlantique et surtout sur la mer des Caraïbes et ses États insulaires. Le pays est traversé de part en part par le fleuve Orénoque. Son nom officiel est la République bolivarienne, du nom justement du général Simon Bolivar, on l'a vu, le père de l'indépendance vénézuélienne. Le Venezuela compte aujourd'hui 31,2 millions d'habitants, environ 2 fois moins que la France, pour un territoire de 910 000 km², c'est-à-dire grand comme la France et l'Allemagne réunis. Très majoritairement chrétienne, c'est une nation arc-en-ciel. Plus de la moitié de la population est métisse. Elle est issue de mélanges entre colons espagnols et portugais, esclaves africains et peuples autochtones, tandis qu'on compte 42,5% de blancs, 3,5% de noirs et 2,5% seulement d'Amérindiens. Près de 90% des Vénézuéliens sont des citadins. Ils vivent notamment à Caracas, la capitale, et dans les grandes villes du littoral, Maracaibo, Valencia et Maracay. Cette population très urbaine est aussi très jeune. Près de la moitié, 46%, a moins de 25 ans. Les habitants sont aussi très éduqués, avec un taux de scolarisation en primaire de près de 92% selon l'UNICEF. Le Venezuela est parmi les mieux classés du continent. Si la population se concentre au nord, c'est d'abord parce que le peuplement s'est fait par la mer, et ensuite parce que c'est dans le nord-ouest du pays qu'a été découvert le pétrole en 1914. À l'ouest, vous voyez ici les premiers puits conventionnels du lac Maracaibo, les plus rentables du pays, mais en voie d'épuisement. Au centre, on distingue les champs de pétrole conventionnels et l'immense zone d'exploitation du pétrole lourd, extrait des sables bitumineux du bassin de l'Orénoque, ce qui cause des dégâts majeurs sur l'environnement. Ce pétrole est au cœur de l'économie du Venezuela. Le pays, on l'a dit, possède les plus grandes réserves du monde, 17,6% devant l'Arabie saoudite, 15,6%, et le Canada, 10%. Il est membre fondateur de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. En fait, le Venezuela dépend entièrement de cette rente. Elle contribue au quart de son PIB et représente 95% de ses exportations. C'est dire si la Compagnie nationale publique vénézuélienne, la PDVSA, joue un rôle crucial. Établi par le très charismatique Hugo Chavez, président de 1998 à 2013, le contrat social vénézuélien repose sur la redistribution de cette manne pétrolière. Elle a permis de financer les programmes de lutte contre la pauvreté et d'aide aux classes populaires. Le successeur de Chavez, Nicolás Maduro, a prolongé cette politique. Ainsi, on l'aura compris, le Venezuela dépend entièrement de ses exportations de pétrole pour sa survie, car il n'a développé aucun autre secteur économique, pas même le raffinage du pétrole en essence. Son premier client en 2017 et de loin, ce sont les États-Unis, l'impérialiste yankee selon la rhétorique officielle, avec 39% des exportations. Viennent ensuite la Chine, 19%,
l'Inde 18%, puis Singapour 4% et Cuba 4% également. Les rentrées de devises permettent au pays d'acheter à l'étranger tous les biens de consommation et d'équipement qu'il ne produit pas. Et ce sont de nouveau les États-Unis, son premier partenaire commercial, qui représente le quart de ses importations. Viennent ensuite la Chine, 14,5%, puis ses voisins sud-américains, le Brésil, l'Argentine et la Colombie. L'argent du pétrole sert également à remplir les caisses de l'État pour payer fonctionnaires et programmes sociaux, on l'a vu. Oui, mais du coup, quand le cours du pétrole baisse, la mécanique s'enraye. Regardez, voici les cours du brut depuis 2008. La prospérité était garantie quand le prix du baril dépassait les $70. Fini la prospérité avec l'effondrement des cours sous ce seuil, d'abord après 2008 avec la crise mondiale, et puis à nouveau, vous le voyez, à partir de 2015. À cela s'ajoute un autre problème. L'entreprise PDVSA, mal gérée et corrompue, n'investit pas suffisamment. Alors aujourd'hui, les installations pétrolières sont si vétustes que la production baisse d'année en année. Résultat, faute d'avoir diversifié son économie, le pays se trouve aujourd'hui plongé dans un profond marasme. En 2018, tous les indicateurs sont au rouge, le PIB s'effondre, plus d'un quart de la population est au chômage, et alors que l'inflation atteint des records, la pauvreté touche 82% des habitants. L'argent n'a plus de valeur, les Vénézuéliens manquent de tout, et en particulier de nourriture et de médicaments. Avec l'effondrement du système de santé et le retour de maladies comme la tuberculose et la malaria, le pays a fini de basculer dans une crise humanitaire sans précédent. Très vite, cette crise va déborder les frontières. De 2014 à la mi-2018, plus de 2 300 000 Vénézuéliens ont ainsi préféré l'exil. En Colombie voisine, 600 000 exilés. En Argentine, 460 000. Au Pérou, 390 000. Au Chili, 260 000. Au Brésil, 70 000. Ainsi qu'aux États-Unis, 320 000. Et en Espagne, 230 000. Alors la crise est aussi bien sûr politique. La confrontation entre le pouvoir et l'opposition se durcit progressivement. En 2017, d'immenses manifestations contre le régime Maduro se déroulent dans tout le pays. La répression par les forces armées fait 120 morts et environ 7 000 blessés. Et puis en août 2018, le président vénézuélien, qui affirme avoir été victime d'un attentat, va limoger plusieurs hauts gradés et tenter de juguler la crise par une série de mesures économiques. La monnaie, le bolivar, est dévaluée de 5,0, le salaire minimum est multiplié par 34, le prix de l'essence augmente. La société vénézuélienne est désormais scindée en deux camps. D'un côté, les fidèles de Maduro, de l'autre, les partisans d'une opposition déterminée mais divisée et dont plusieurs leaders sont en exil. Cette dérive autoritaire a également des répercussions au niveau international. Ainsi, les États-Unis ont décrété des sanctions financières et politiques. L'Union européenne, quant à elle, a interdit les ventes d'armes et bloqué les comptes bancaires de plusieurs hauts responsables de l'État vénézuélien. Au niveau régional à présent, ses voisins du Mercosur, Brésil, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine, ont exclu le Venezuela en accusant le pouvoir de violer les principes démocratiques. Il faut dire aussi que le retour au pouvoir des conservateurs au Paraguay, en Argentine, au Pérou et bien sûr au Brésil a fait basculer le continent latino-américain vers la droite. Il reste néanmoins dans les Caraïbes le régime castriste de Cuba, allié fidèle indéfectible. En 2000, un programme d'échange médecins contre pétrole a été mis en place entre La Havane et Caracas, mais face aux difficultés du quotidien, les défections d'expatriés cubains se multiplient, aggravant encore un peu plus l'état du système de santé du Venezuela. Enfin, intéressons-nous maintenant à la situation financière du Venezuela. Avec la chute du cours du pétrole et aussi la baisse de la production, les recettes de l'État s'effondrent. Il devient de plus en plus difficile pour le pays de rembourser sa dette extérieure. En 2018, celle-ci est estimée à environ 150 milliards de dollars. Et ce sont des investisseurs privés américains, fonds de pension ou banques, qui en détiennent la grande majorité. Le Venezuela, très dépendant des États-Unis, on l'aura compris, peut néanmoins compter sur deux alliés de poids, la Chine et la Russie, qui ont chacune intérêt à soutenir un régime ouvertement opposé aux États-Unis. La Chine, pour sa part, est le premier créancier étatique du Venezuela.
Aujourd'hui, elle se fait rembourser ses prêts directement en pétrole et bien sûr, des quantités de brut de plus en plus importantes lui sont livrées au fur et à mesure que le cours baisse. La Russie, de son côté, fournit au Venezuela 75% de son armement et elle investit massivement dans le secteur pétrolier. L'entreprise publique russe Rosneft détient ainsi 40% des 5 plus grands projets pétroliers dans le pays et Rosneft a aussi prêté 1 milliard de dollars à la compagnie pétrolière de l'État vénézuélien. Riche de son industrie pétrolière, le Venezuela connaît pourtant une paupérisation croissante. La chute des cours du pétrole, la corruption des élites et la dérive autoritaire du pouvoir ont fait plonger le pays. Cette dérive du Venezuela est aujourd'hui à l'origine d'une crise des migrants sans précédent, avec l'afflux de près de 2 millions de réfugiés vénézuéliens et des conséquences très importantes, on l'a vu, pour les pays voisins, la Colombie et le Brésil. Rappelons enfin qu'au Venezuela, les journalistes ne peuvent pas faire leur travail et les réseaux sociaux sont sous surveillance. Bref, au pays du pétrole et du socialisme, le bonheur n'est clairement pas au rendez-vous. Pour aller plus loin, le numéro 697 de la revue Les Temps modernes, publié par Gallimard, entièrement consacré au Venezuela, le pays des fractures. Nombreuses contributions coordonnées par Paula Cadenas et Paula Vasquez Lezama. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.